Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais entamer cette émission par une petite anecdote. Nous sommes le 13 mars 2013. Le cardinal Bergoglio vient d'être élu 266e successeur de Pierre. Mais alors qu'il n'avait pas encore choisi son nom de pape, eh bien, les cardinaux joyeux et, disons-le, un peu taquins, lui proposèrent de prendre le nom de Clément XV. Pourquoi Clément XV ? Parce que Clément XIV a été le pape qui, en 1773, a supprimé la fameuse Compagnie de Jésus. Finalement, vous le savez, le cardinal Bergoglio prendra le nom de François. Alors, au-delà de cette anecdote, l'émission Au risque de l'histoire vous propose de comprendre ces quelques années décisives qui ont d'abord vu l'expulsion des jésuites de différents pays, le Brésil, le Portugal, la France, l'Espagne, jusqu'à ce fameux jour où le pape Clément XIV a décidé par un bref, le bref Dominus ac Redemptor, de supprimer la Compagnie de Jésus. Pourquoi ? Au fond, cette compagnie, fondée par Ignace de Loyola, Inigo, au milieu du XVIe siècle, va rencontrer tant d'opposition. Que lui reproche-t-on exactement ? Qui sont ses plus grands opposants ? Pourquoi sera-t-elle aussi rétablie en 1814 ? C'est ce que nous allons voir avec deux historiens, Pierre-Antoine Fabre et Charlotte de Castelnau. Pierre-Antoine Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste donc de l'histoire de l'Église. Et vous venez de publier et diriger cet ouvrage, cette somme absolument considérable, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, paru dans la collection Bouquins, 80 auteurs de plusieurs pays, un ouvrage absolument indispensable pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ce que sont les jésuites. Charlotte de Castelnau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. Vous étiez venu avec Olivier Grenouillot afin d'évoquer l'Église et l'esclavage à l'époque moderne. Chers téléspectateurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission dans nos archives. Alors, vous êtes professeur à Sorbonne Université et vous avez publié notamment Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil, 16e, 18e siècle. Alors, je me retourne vers vous, Pierre-Antoine Fabre. Pari impossible que cet ouvrage, que d'embrasser l'ensemble de l'histoire des Jésuites, des origines, c'est-à-dire de 1450 environ, date de son approbation par le pape Paul III, jusqu'à nos jours. Pari impossible, dites-vous, mais un pari nécessaire. Oui, alors c'est l'intitulé de l'introduction. Pari impossible parce que c'était effectivement la première fois en France, mais la première fois en général qu'on tentait et selon le modèle excellent des éditions Bouquins, du reste, qu'on tentait de construire quelque chose qui était tout à la fois une histoire de cette institution dans toute la durée de cette histoire, c'est-à-dire de 1540 jusqu'à aujourd'hui, et d'autre part, de construire une histoire des individus qui l'ont composée. C'est-à-dire tout à la fois l'histoire d'un corps, d'une institution, d'une organisation, mais aussi l'histoire de ceux qui l'ont fait vivre. Alors, tenir ce double engagement sur une période aussi longue, donc une période traversée évidemment par on y reviendra certainement, mais par des contextes historiques si différents, c'était de l'ordre de l'impossible. Mais c'était aussi probablement de l'ordre du nécessaire dans la mesure où ce qui marque beaucoup le contexte historiographique immédiat, c'est le fait que pendant très longtemps finalement on s'est consacré
et très intensivement depuis une trentaine d'années, on s'était concentré sur l'ancienne Compagnie de Jésus, ce qu'on a appelé l'ancienne Compagnie de Jésus, en particulier le XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire le moment de sa première floraison, je dirais. Mais on s'est aperçu progressivement, finalement, qu'en travaillant cette histoire moderne de la Compagnie de Jésus, on ne cessait de tout à la fois de passer par-dessus et de recourir à une histoire beaucoup plus récente, celle du XIXe siècle, qui était en particulier celle dans laquelle ont été publiées un très grand nombre de sources pour la compréhension de l'histoire moderne. Donc finalement, ne serait-ce que pour cette raison-là, on en est venu à s'intéresser à ce qu'on appelait la nouvelle Compagnie de Jésus, celle de la Restauration, après 1814, comme vous l'avez déjà mentionné. Et finalement, cette nouvelle phase de l'historiographie de la Compagnie, elle est très récente. Elle date, on peut dire qu'elle a pris son envol vraiment autour du bicentenaire, c'est-à-dire autour de 2014. Le premier projet de ce dictionnaire, finalement, était encore essentiellement enraciné dans l'ancienne Compagnie. Et plus le projet du dictionnaire s'est développé, plus il a fait le pas de la nouvelle Compagnie pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc finalement une manière de faire le point, au fond, sur ce qu'il en est aujourd'hui de l'histoire de la Compagnie. Alors je retourne ici au pari impossible, puisqu'évidemment, tenter sur une aussi longue période de manquer le moins possible de personnages importants, de thématiques fondamentales, c'était tout à fait impossible. Et du reste, à la fin de cette introduction, j'indique que j'aurais dû, normalement, laisser des pages blanches pour écrire la suite. Alors, on va se plonger dans le sujet parce que le sujet est extrêmement vaste. Peut-être une question tout simple, comment définir ce qu'est un jésuite? Qui sont les jésuites? Et est-ce que l'expression même de jésuite était utilisée à l'époque? Alors, ce que sont les jésuites, ce sont au départ les compagnons d'Ignace, qui commencent à Paris. Et très vite, il y a une forme de succès qui de l'ordre. Et donc, les jésuites, alors le terme est employé, n'est pas vraiment employé au XVIe siècle, mais il est très clair, ce sont les prêtres de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire un ordre à la fois séculier et régulier, donc il y a une règle et en même temps ce sont des prêtres inscrits dans le monde. Voilà, et les jésuites sont immédiatement ont une identité très forte. Ils ont leur mode d'être et très vite c'est un succès énorme. Et donc dès les années 1540, et c'est là-dessus aussi que moi j'ai plus travaillé, dès les années 1540, ils sont sur les 4 continents, donc en Asie, puis en Afrique, puis en Amérique, au Brésil, entre 1542 et 1549. Donc ce sont des toutes petites communautés, c'est quelques jésuites à chacun de ces endroits, mais il n'empêche que les jésuites, et c'est ça le caractère exceptionnel, embrassent cette mondialisation européenne du XVIe siècle. Ils sont présents sur les 4 continents d'emblée. Alors on va revenir sur cette présence, mais est-ce que on a affaire à une sorte de troisième voie entre, d'une part, les séculiers et les réguliers, qui sont deux mondes vraiment séparés, avec des règles différentes, avec une hiérarchie différente. C'est une troisième voie, les jésuites, et c'est le secret de leur succès? Que ce soit une troisième voie, c'est certain, et c'est du reste la raison pour laquelle ils sont... Et de ce point de vue-là, votre question sur le nom de jésuite est importante, parce qu'en effet, c'est d'entrée de jeu, d'une certaine manière, ils sont en but à une hostilité, justement, des autres voies, des 2 autres voies. Et ce nom de jésuite est presque péjoratif au départ. Et c'est quelque chose qui est d'une certaine façon repris par les jésuites à leur actif, alors même que c'est un nom qui leur est imposé, et qui leur est imposé presque péjorativement, parce qu'au fond, pour qui se prennent-ils? C'est ceux qui ne ressemblent à rien, qui ne sont ni réguliers ni séculiers, et qui se prétendent compagnons de Jésus, c'est-à-dire qui se prétendent dans une sorte de relation directe.
et d'une relation d'autant plus directe que ce qui était très intéressant aussi, c'est que finalement, Charlotte évoquait la compagnie, mais le terme latin c'est société, hein, société de Jésus, le premier terme par lequel ils sont officiellement approuvés. Et finalement, société et compagnie, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que la société, bon, c'est évidemment un corps d'entrée de jeu. La compagnie, c'est un terme plus subtil qui peut vouloir dire un corps, une compagnie, mais comme aussi, par exemple, les grandes compagnies commerciales par lesquelles les jésuites se sont déplacés ou en compagnie desquelles ils se déplaçaient. Et c'est peut-être présent dans la signification de ce mot très forte au XVIe siècle, dans le moment de l'expansion européenne dans le monde. Mais la compagnie, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus intime, finalement. On peut être seul à être compagnon de Jésus, à être dans la compagnie de Jésus. Donc finalement, c'est vraiment cette société, mais une société faite d'individus, que dit ce nom. Mais que dit aussi la dimension presque péjorative de ce nom, pour ceux qui, en effet, ne se plient à aucun des ordres antérieurs. Est-ce que cet ordre naît dans un contexte de réforme ? Et est-ce que, au fond, on peut comparer l'apparition des jésuites au milieu du XVIe siècle à celle des ordres religieux, par exemple, qui apparaissent, les ordres mendiants qui apparaissent au XIIIe siècle ? Oui, d'une certaine façon, il y a l'invention d'un nouvel ordre avec un respect de l'ancien ordre. Et notamment, vous parliez du choix de Bergoglio, le fait qu'il ait choisi François a beaucoup plu aux franciscains qui ont retrouvé là une forme d'hommage de Ignace aux franciscains et à François d'Assise, même si c'est une nouvelle façon d'inventer le franciscanisme avec les jésuites, puisque il y a un hommage à François tout en étant, bien sûr, très différent. Sur la question de la réforme, je pense que Pierre-Antoine aura des choses très précises à dire sur le sujet. C'est vrai que l'ordre jésuite naît dans les années entre 1520 et 1540 à Paris, dans un moment où on est en pleine réforme, justement. Donc, il y a, dès le départ, cette réflexion sur la réforme, tout en n'étant pas la même que celle de Calvin, par exemple. Donc, oui, bien sûr, ce moment est clé pour comprendre l'origine de l'ordre. Là, mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est que, et c'est en ce qui me concerne, c'est vraiment ce qui fait que je suis attaché à l'histoire de cette institution particulière depuis longtemps et que j'y suis resté attaché. C'est ce fait, et là qui me semble totalement singulier. Enfin, il y a plusieurs singularités. Il y a la singularité, vous l'avez évoqué en commençant, d'avoir été supprimé par un pape et restauré par un autre pape. Ça, c'est une singularité remarquable. Mais la singularité, c'est aussi d'avoir été d'entrée de jeu tout à la fois, en effet, très profondément engagé dans la réforme, dans ce qu'on a appelé la réforme catholique, une réforme de l'intérieur de cette vieille Église qui sortait du Moyen-Âge et des crises profondes de la Renaissance, mais aussi immédiatement un ordre contre-réformateur, puisque c'est aussi tout de même le fer de lance de l'Église catholique contre les réformes. Mais tout cela se passe en même temps. Tout cela se passe en même temps, et donc on a cet ordre qui est soumis finalement à une très forte tension d'entrée de jeu entre cette dynamique réformatrice et puis cette vocation contre-réformatiste. Et ce que je pourrais dire peut-être, et cela je pense introduira la suite, c'est que à mon sens vraiment le lieu d'intersection majeur de ces deux dynamiques, c'est précisément, et on va y revenir, l'expansion missionnaire. C'est-à-dire le fait que l'expansion missionnaire est là pour détermination, d'une part, de répondre en quelque sorte par une expansion mondiale à ce qu'a été la fracture de la vieille chrétienté européenne, donc de regagner en quelque sorte en universalité ce qu'on aura perdu en unité de la vieille chrétienté, mais c'est en même temps, dans une toute nouvelle configuration de ce qu'on a appelé la première mondialisation, c'est aussi véritablement inventer à nouveau frais
ce qu'étaient les anciennes missions. François d'Assise est aussi un missionnaire, mais ce qu'étaient les anciennes missions de l'époque médiévale. Donc finalement, le coup de génie, au fond, puisque c'est le coup de génie d'Ignace d'avoir été d'avoir eu cette idée d'inscrire ce nouvel ordre dans cette destination missionnaire, ce coup de génie, il porte cette double fonction historique, finalement. Oui, vous expliquez que les jésuites, en fait, incorporent le passé, la pratique du pèlerinage à l'époque médiévale, dans le présent, avec cette finalité missionnaire. Charlotte de Castelnau, vous avez commencé à effleurer la chose, la dispersion et le lien de la compagnie, ce qui pose la question des relations au sein de l'ordre, mais aussi de l'autonomie. Les jésuites allaient loin, même très très loin, et comment s'organiser un peu leur communauté à l'autre bout du monde, et comment faisaient-ils pour communiquer ensemble, recevoir des directives, rendre compte de ce qu'ils faisaient, etc. L'unité de l'ordre, c'est la correspondance, c'est l'écriture, qui fait qu'on reste jésuite n'importe où on est, parce qu'on reçoit les lettres, parce qu'on en écrit. Et voilà, le temps passé à écrire est un temps passé avec le Seigneur et avec les compagnons. Donc c'est très important ce lien, et parce qu'on parle des jésuites missionnaires, mais les jésuites sont aussi des enseignants. Donc c'est ce rapport à l'écriture, à la lecture, qui est une unité de l'ordre. Alors, effectivement, les jésuites peuvent demeurer là où n'est pas la compagnie. Un seul jésuite, ou deux, parce qu'en général, on est deux compagnons, peuvent recréer la compagnie. Et l'idée même de la mission, c'est d'aller là où la compagnie n'est pas. Donc, au XVIe siècle, par exemple, moi je les vois dans le cas du Brésil, ils peuvent s'enfoncer dans des endroits très isolés, aller en milieu complètement amérindien, mais ils sont encore eux-mêmes parce qu'ils sont deux. Et alors, dans les textes jésuites, quand par hasard il y en a un qui meurt, ça arrive, et tout d'un coup il n'y en a plus qu'un seul, on sent, et c'est très, très net le moment où le jésuite est tout seul. Et là, il se met à écrire aussi pour imaginer tous les autres et pour se dire qu'il n'est pas tout seul. Voilà, donc cette identité, elle passe par l'écriture et par tout un mode d'être qui fait qu'on transporte avec soi tout un ethos. Voilà. Il y a un mot que je retiens dans ce que vous avez dit, Pierre-Antoine Fabre, c'est celui de mondialisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience du fait qu'au fond, l'Église a participé pleinement à ce mouvement de mondialisation. Est-ce qu'on peut dire qu'elle en est aussi un des moteurs essentiels à travers cet ordre que sont les jésuites? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est un moteur essentiel. Alors, comme on évoquait ce problème avec Charlotte avant l'émission, c'est une mondialisation qui est archipélique, en ce sens que les jésuites sont deux, ou quelquefois plus de deux, mais sont très peu nombreux à tenter de baliser en quelque sorte l'espace du monde. Mais ce qui reste important, c'est que c'est en effet un espace qui se définit comme espace du monde, comme espace d'une catholicité qui se définit elle-même comme universelle. Et ça, c'est très important par rapport à ce qui est en train de se construire par ailleurs, qui sont les espaces impériaux. Donc au fond, ce qui est décisif pour la papauté dans cette période et pour les jésuites qui sont en quelque sorte le bras missionnaire de la papauté, pour nous résumer quelles que soient les complexités de cette gestion ecclésiastique de l'expansion mondiale. Mais ce qui est certain, c'est que la fonction des jésuites, en quelque sorte, c'est de déborder les frontières de chacun de ces empires qui est en train de se construire pour définir cette universalité. Et là, on peut dire que d'une certaine façon, moi j'ai très souvent été critique par rapport à un discours consistant à désigner les religieux comme étant la cinquième roue de la charrette de l'expansion économique. C'est vrai, évidemment. Mais en même temps, ce n'est pas totalement vrai, puisqu'ils jouent un rôle clé pour que ces empires eux-mêmes s'inscrivent dans un espace mondial.
Alors, cette émission est consacrée à l'expulsion et la suppression des jésuites. Donc, on va faire un bond dans le temps. On va passer du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Peut-être un mot, Charlotte de Castelnau, sur les oppositions. On l'a bien vu, ces oppositions existent dès le départ. Qui sont, au fond, les opposants des jésuites au XVIIIe siècle? Alors, si on reste dans... Là, il y a les contextes nationaux qui diffèrent beaucoup les uns des autres. C'est vrai que, par exemple, dans le cas du Brésil et du Portugal, qui vont être importants, puisque l'expulsion du Brésil et du Portugal date de 1759. Elle est l'œuvre du marquis de Pombal, qui à l'époque n'est pas encore nommé comme cela, mais c'est la première des expulsions de la compagnie, et elle va être suivie par l'expulsion de la France, de l'Espagne et de l'ensemble de la chrétienté. Donc là, dans le cas du Brésil et du Portugal, c'est l'idée vraiment que les jésuites représentent une puissance qui n'est pas contrôlée par l'État, qui n'est plus contrôlable par l'État, et notamment en Amazonie, où les jésuites sont importants. Ils contrôlent les commerces des drogues du sertão, des drogues de l'intérieur, c'est-à-dire des épices, de la richesse de l'Amazonie. Et le marquis de Pombal, dont le frère est gouverneur de l'Amazonie, donc il a vraiment une information très précise. Le marquis de Pombal, qui est un absolutiste, qui veut renforcer la puissance de l'État, voit les jésuites comme un danger, comme des gens qui ne sont pas contrôlés, qui ont diffusé la langue indienne à l'intérieur de l'Amazonie, parce qu'il y avait une multitude de langues indigènes, ils en ont diffusé une. Donc voilà, l'expulsion, elle est en partie liée à ça, elle est aussi liée bien sûr au Paraguay, et là aussi à la guerre qu'on appelle la guerre guaranitique, c'est-à-dire, il y a des changements de frontières en Amérique espagnole et portugaise, et une partie des missions du Paraguay est donnée au Brésil. Or, le Brésil, la tradition, c'est qu'il y a eu des opposants aux jésuites très anciens, notamment les chasseurs d'esclaves indiens, et à partir de 1750, la guerre guaranitique est une guerre où les Indiens et les jésuites se lient contre les deux puissances étatiques, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et là, est-ce un prétexte, est-ce une vraie raison? En tous les cas, Pombal décide d'expulser les jésuites, et il en fait une affaire. Il nomme les jésuites comme des monstres. Il fait faire des enquêtes par d'autres religieux, par les évêques, par les franciscains. Ce sont des monstres... Et d'ailleurs, voilà. Et le dernier condamné à mort de l'Inquisition portugaise est le jésuite italien Malagrida en 1761 par Pombal. Donc la haine de Pombal vis-à-vis des jésuites est immense. Et elle se joue dans cet empire portugais. Voilà. Alors on va revenir sur l'État, mais peut-être dans les opposants à l'Église, est-ce qu'on rencontre les jansénistes, est-ce qu'on rencontre les philosophes même du XVIIIe siècle? Oui, mais je crois que je pense qu'il faut insister sur le fait que, par rapport à l'historiographie récente, ce qui est vraiment très important, et là les travaux de Charlotte ont été décisifs, c'est le fait que cette question des expulsions et de la suppression, elle s'est vraiment considérée plus seulement à partir de l'Europe. Alors, il y a eu pendant très longtemps une lecture finalement très européenne de la suppression de la Compagnie de Jésus, en raison de l'opposition des philosophes, de l'opposition des jansénistes, de l'opposition fondamentalement des États absolutistes qui rejetaient de plus en plus l'influence de cet ordre transnational, si je peux le dire. Le marquis de Pombal lui-même pouvait être l'objet d'une lecture très européenne en tant qu'absolutiste, mais ce qui a été fondamental dans ces dernières années, et en particulier par le développement des études d'histoire missionnaire, c'est de faire apparaître que finalement la suppression de la Compagnie de Jésus, elle est le résultat d'un processus mondial du côté du Brésil, d'un côté, et du côté de la Chine, de l'autre, puisque l'un des moments où la Compagnie de Jésus perd de l'influence,
l'un des moments où son magistère intellectuel, disons, se trouve contesté, c'est au moment de la condamnation des rites, de sa politique qui avait été celle de l'adoption des rites confucéens, qui marque un certain recul de son influence à Rome. Les rites confucéens, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité... C'est-à-dire le fait de considérer comme compatible la pratique du catholicisme et le maintien d'autres pratiques rituelles correspondant à ce qu'étaient les coutumes, pour reprendre un terme de l'époque, les coutumes chinoises. Et ça, c'est très important aussi parce que quand j'indiquais tout à l'heure que dans ce coup de génie missionnaire, il y avait quelque chose de fondamentalement moderne, c'est le fait que dans ses dernières conséquences, le fait de considérer que les pratiques catholiques, le dogme catholique sont compatibles avec une autre civilisation, avec d'autres pratiques, avec d'autres discours, avec une autre société, c'est finalement aussi travailler à une définition de plus en plus universelle du Dieu chrétien, c'est-à-dire de plus en plus compatible. Et cette définition de plus en plus universelle, elle a fait partie de cette modernité qui a été appelée par l'expansion missionnaire. Mais c'est aussi le début de leur perte. Donc c'est parce qu'ils sont trop modernes qu'ils rencontrent autant d'opposition ? Ah, c'est certainement l'une des raisons qui font cette opposition. Du reste, ce qui n'est pas très bien connu non plus, mais vous évoquiez tout à l'heure les jansénistes, mais les jansénistes sont féroces contre les jésuites, en particulier en raison de leur politique en Chine. Et en raison de leur accueil favorable à la tentative d'articuler rite catholique et rite confucéen. Charlotte de Castelnau. Oui, alors je voulais non pas être du côté des ennemis des jésuites, mais enfin, quand même rajouter que, par exemple, au moment de l'expulsion, par exemple au Brésil, donc il y a un inventaire de leurs biens. Qui est très utile parce que voilà, c'est pour les historiens. Et donc ils sont propriétaires de propriétés d'esclaves absolument gigantesques. Il y a plus de 1000 esclaves sur certaines propriétés, ce qui est qui n'existe pas ailleurs en fait dans les moulins. Alors entre autres, parce que ils ont réussi à faire une forme et là j'en parle dans mon ouvrage sur les mariages, d'une population de travailleurs qui est à la fois indiens et africains, qui n'a plus le statut vraiment d'esclave, mais qui est en fait attaché à ses propriétés. Donc il y a aussi la richesse des jésuites qui est en cause, à la fois dans l'Empire portugais, mais aussi dans le cas français aux Antilles, avec des affaires financières sur lesquelles ils apparaissent comme beaucoup trop mêlés au monde, j'allais dire, enfin au monde économique, et qui a finalement été une forme d'opposition depuis le départ, parce que l'idée des jésuites, c'est de s'auto-financer, de ne pas attendre de recevoir l'argent des couronnes, notamment pour leur œuvre missionnaire. Donc ils se sont implantés avec des propriétés, avec une population, une main-d'œuvre esclave, etc. Et ça finit par être aussi une cause de l'opposition très forte. Voilà. C'est un petit peu pour... Est-ce que... je reviens sur l'État, parce que vous montrez que l'autonomisation de l'État a provoqué ce point de rupture. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau, au fond, de voir l'Église ou une partie de l'Église comme ça s'opposer à l'État? On pense à la réforme grégorienne, on pense à Philippe le Bel et Boniface VIII, on pense aux Templiers aussi, qui étaient considérés comme un État dans l'État par Philippe le Bel. Ce sont des situations comparables où il y a une spécificité des jésuites? C'est une question difficile, donc je pense qu'il faudra qu'on soit deux pour y répondre. Qu'on soit deux pour y répondre. Ce que je pourrais dire, si on se fonde sur la situation française, on peut dire que dans la France de l'Ancien Régime, ce qui s'affirme, en particulier dans ce qu'on appellera, au fond, dans la fin
de plus en plus dans le courant du siècle de Louis XIV, la monarchie de droit divin, dans toute la puissance de son argumentation théologique. Cela, c'est quelque chose qui est singulier. C'est quelque chose qui est singulier et qui, d'une certaine façon, va à tel point sacraliser la monarchie politique que, de ce fait, la présence des jésuites en tant que dépendant en dernière instance d'une autre autorité que celle de l'État, devient de plus en plus problématique. Mais vous avez raison d'indiquer que c'est le résultat, l'aboutissement, en quelque sorte, d'un long processus, qui est le résultat de cette progressive sacralisation du pouvoir politique. Je ne sais pas si Charlotte de Castelnau. Non, mais je pensais justement au dictionnaire qui montre les articles de Bernard Ours sur le XVIIIe siècle sont tout à fait remarquables et permettent justement de rentrer dans le détail de cette question. Enfin, moi, je suis moins spécialiste du XVIIIe siècle. Voilà, mais c'est vrai que, parce que tout ce qu'on a dit, les jésuites ne sont pas les uniques représentants du monde missionnaire, du monde religieux, etc. Il y a aussi une sorte de déclin à partir du XVIIe siècle, du point de vue des écoles, du point de vue de la production littéraire des jésuites, qu'on voit bien dans le dictionnaire aussi, qui est bien présenté. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, il y a une forme de déclin de la compagnie à partir d'un certain moment. Il me semble qu'on peut le dire comme ça aussi. Mais est-ce que, au-delà des jésuites, il s'agissait, c'était aussi un peu le sens de ma question, et le fait d'avoir mentionné la réforme grégorienne, le conflit entre Henri V et Grégoire VII, sur lequel on a fait une émission, le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Est-ce que derrière les jésuites, il ne s'agit pas d'atteindre aussi la papauté ? En tous les cas, c'est clair que c'est une façon d'atteindre, dans le cas de Pombal, l'ensemble des ordres religieux. Les franciscains ont aidé un peu, et puis ensuite ils se sont bien rendus compte qu'ils étaient en situation eux-mêmes assez précaire. Et là, il y a la volonté de l'État. Bon, de toute façon, c'est aussi une forme de déchristianisation de la fin du XVIIIe siècle, où on atteint aussi, on attaque tout ce qui est trop puissant du point de vue religieux, parce que il y a une forme de désaffection. Si, on verra bien avec la Révolution française. Enfin, je veux dire, c'est la sécularisation qui est en mouvement. Et là, vous touchez un problème finalement très complexe, qui est celui de la situation de la papauté dans le moment de la suppression de la Compagnie de Jésus. Parce qu'il y a eu très longtemps un discours consistant, au fond, à dire que Clément XIV avait été contraint, en quelque sorte, de supprimer la Compagnie de Jésus sous la pression de tous ceux qui, en réalité, en attaquant la Compagnie, cherchaient à nuire à la papauté, et à nuire à la papauté en la contraignant à ce geste. Alors là où peut-être l'historiographie actuelle nuance, c'est en montrant qu'en réalité, à l'intérieur même de l'Église catholique, il y avait aussi une hostilité depuis le début, à cet ordre né trop tard et qui n'aurait jamais dû naître, comme on l'a parfois dit sous l'Ancien Régime. Donc il y a cette hostilité de l'intérieur. Mais et donc Clément XIV n'est pas simplement le jouet passif de la hargne des monarques. Il est aussi le complice actif de l'hostilité d'une partie de l'Église. Mais c'est un point très intéressant, parce que finalement qui pourra encore donner lieu, je pense, à des exégèses complémentaires. Alors cette opposition, elle s'incarne comment ? Il y a Bernard Ours, je crois, utilise le terme de véritable campagne internationale contre les jésuites, ce qui, à proprement parler, semble extraordinaire de voir qu'un ordre suscite autant d'opposition dans différents pays. Comment cela s'incarne ? Ce sont des libelles, ce sont des dénonciations, ce sont des arrestations ? Oui, mais ce sont... Alors peut-être que
il y a, disons, en tous les cas, une multitude de campagnes nationales. Enfin, encore que le terme national soit presque encore un peu anachronique, mais il y a l'orchestration, disons, progressive et plus ou moins spontanée de toute une série d'initiatives, mais qui participent. Charlotte évoquait la situation portugaise, j'ai rappelé la situation française. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'il y a finalement mais je discute le qualificatif parce qu'au fond, ce qui est aussi reproché fondamentalement aux jésuites, vous indiquiez tout à l'heure qu'ils n'étaient ni ceci ni cela parce que ni réguliers ni séculiers, hein, et ça c'est une vieille opposition à ceux qui ne sont ni ceci ni cela, c'est-à-dire on leur reproche leur en même temps. Au fond, oui. Mais oui, mais peut-être qu'au fond, on n'a pas fait ces études chez les jésuites innocemment non plus. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que cette espèce d'identité floue, oui. Cette capacité de se fondre dans la foule aussi, avec cette tenue moins caractéristique que d'autres tenues monastiques anciennes, elle fait partie de cette opposition et fait aussi partie de l'opposition, justement, cette dimension internationale pour le coup, c'est-à-dire au fond le fait d'être toujours transfrontière, d'être ici mais d'être aussi là, hein, d'être en France mais d'être aussi à Rome, au fond ces deux manières au fond d'avoir une identité floue et une nationalité indistincte. Et je me demande d'ailleurs si ça n'est pas quelque chose, enfin si je peux le risquer comme cela, mais si ce n'est pas quelque chose qui motive aussi, parce qu'au fond, il faut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il y a 80 auteurs, enfin pourquoi tant de gens s'intéressent à cette compagnie. Et je pense que précisément l'un des charmes historiques qu'a cet objet, c'est aussi précisément de travailler autour de ces notions. Mais elles ont été les fers de lance de l'anti-jésuitisme, hein, identité floue, nationalité indistincte, hein, mais elles peuvent être aussi, dans l'époque contemporaine telle qu'on la connaît, elles peuvent être aussi les instruments justement de la revendication d'une identité floue, de la revendication d'une situation transfrontalière. Hein. On peut imaginer, je dirais, un philo-jésuitisme très politique aujourd'hui. Alors je me retourne, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est-à-dire j'avais pensé quand vous avez posé la question des pamphlets. Oui. Voilà, moi par exemple j'ai travaillé sur cette question du mariage des Indiens et des esclaves et j'avais trouvé une source étonnante, une enquête comme ça, enquête sur les crimes de ces tyrans et de ces monstres que sont les jésuites. Donc dans les années 1750. Et là, une petite histoire, donc j'ai lu ça un peu comme ça, une petite histoire qui m'avait été indiquée par un historien brésilien en me disant il y a quelque chose sur le mariage, ça va t'intéresser. Et donc, petite histoire, un franciscain écrit pour dire qu'il s'est reposé dans une fazenda jésuite et là qu'il a rencontré un homme noir qui arrivait du Pernambuco, qu'il était marié avec un Indien et qu'il était en fait forcé. Les jésuites l'avaient forcé par le mariage à rester dans cette propriété. Donc une petite histoire totalement anecdotique, mais qui a été réécrite, qui a été envoyée, et il l'avait écrite cachée, voilà, qui a été envoyée, c'est reparti à Lisbonne. Vous voyez, donc ça a été des dénonciations comme ça. Donc vous disiez des pamphlets, oui, il y a eu comme ça, chacun y a été de sa petite dénonciation, même sur des gens apparemment sans intérêt comme peuvent être un esclave et un Indien au Brésil dans les années 1750, mais ça remonte. Voilà, donc il y a eu une vraie campagne, et ça de partout, et assez étonnante. Vous citiez la date de 59 pour le Brésil. Oui. Il y a eu en amont l'attentat manqué contre Joseph Ier en 1757, qui va jouer un rôle d'accélérateur. Qu'est-ce que ça signifie être expulsé du Brésil, puis ensuite du Portugal? Alors, ils ont d'abord été expulsés au Portugal, évidemment, parce que l'ordre est arrivé au Portugal plus tôt. Et puis, l'ordre est arrivé au Brésil de façon complètement secrète. Et il y avait... et puis, en fait, le pouvoir avait peur qu'il y ait des manifestations de solidarité. Et non, aucune. Parce que les jésuites n'étaient pas si populaires que ça. Et donc, expulsés, c'est très clair. Hein, c'est tout d'un coup les scellés sur les collèges, l'inventaire des biens à la date précise, et 450 jésuites qui repartent sur des bateaux. Ils perdent tout.
immédiatement. Et alors il rentre en Europe et puis il rentre en Italie, d'ailleurs, puisqu'il ne peut plus la solution de rentrer au Portugal. Donc c'est très concret, hein, c'est vraiment manu militari, être chassé, voilà. Et donc ils n'ont qu'une seule destination possible, c'est l'Italie. Ils partent, ceux du Brésil sont arrivés en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on a tous ces missionnaires qui ont quitté l'Amérique du Sud et qui vont continuer, avant d'être expulsés eux-mêmes de l'Italie, mais à écrire des dictionnaires, écrire des grammaires, des langues indiennes. Donc il y a toute une... Ils vivent dans le monde qu'ils ont laissé. Des très grands linguistes, à ce moment-là, jésuites, ont pu mettre par écrit toutes leurs connaissances linguistiques qui venaient de l'Amérique. Oui, ça c'est quelque chose qui est très intéressant entre l'ancienne et la nouvelle compagnie. Et ça, je pense, c'est une des choses qu'apporte le dictionnaire, c'est que dans l'ancienne compagnie, on peut dire que les processus d'expulsion, effectivement, les États pontificaux sont l'ultime recours, hein, l'ultime refuge. Dans la nouvelle compagnie, Dieu sait, si je peux dire, qu'il y a beaucoup d'expulsions aussi, mais on ne revient pas forcément en Italie. Et ça, c'est une autre géographie mondiale de l'Église, en fait, qui fait que si on est expulsé du Mexique, on pourra se réfugier en Colombie. Expulsé de Colombie, on pourra se réfugier dans le Rio de la Plata. Mais on ne revient pas forcément c'est-à-dire qu'au fond, le monde a cessé d'être romano-centré de ce point de vue-là. Mais ce qui est aussi très... Moi, ce que j'ai beaucoup appris en lisant ce dictionnaire, si je peux dire, c'est le rôle des expulsions dans la vie des jésuites. Ça, c'est absolument extraordinaire, parce que les expulsions sont pratiquement constantes. Elles commencent par l'expulsion de France en 1594, donc quand même très, très tôt. Elle se prolonge dans toute l'époque moderne et puis dans toute l'époque contemporaine. Et c'est extraordinaire c'est l'intérêt des petites biographies, c'est de découvrir à quel point beaucoup de très grands jésuites, au fond, doivent la richesse de leur formation, la variété de leur formation à leurs exils, à leurs expulsions, comme Joseph Rothman, par exemple, un des grands supérieurs généraux du XIXe siècle. Il doit quitter l'Italie à un moment donné, où il est arrivé alors qu'il est néerlandais à l'origine, et il fait une partie de ses études aux États-Unis avant de revenir finalement à Rome pour y devenir général. Mais c'est le cas aussi, par exemple, d'Alberto Hurtado, jésuite et récemment canonisé chilien, figure très, très intéressante, qui elle aussi doit la richesse de sa formation à ces trajectoires internationales très souvent dictées par l'exil, consécutives aux suppressions. Et ça, c'est un trait Et là, on s'en rend compte vraiment concrètement par les individus. Vraiment. Alors peut-être un mot sur la France, parce que alors c'est peut-être un point trop précis, mais Louis XV, on a l'impression que Louis XV ne souhaite pas vraiment l'expulsion des jésuites et que ce sont davantage les parlements qui souhaitent cette expulsion qui a eu lieu en 1763. Oui, mais je pense que c'est assez ça rend assez bien compte de la situation, dans la mesure en particulier où ce qui rejoindrait ce qu'on disait tout à l'heure, mais finalement, dès leur premier retour en France, après leur première expulsion, c'est-à-dire dès 1603, au fond, sous Henri IV, ils reviennent en France avec au fond, une allégeance à la monarchie qui restera très forte, même si le soupçon que leur allégeance au pape soit toujours supérieure à leur allégeance à la monarchie, quelque chose restera tout de même très fort, et quelque chose sera tellement fort que les jésuites seront très en cours finalement pendant la plus grande partie de l'Ancien Régime, c'est vrai, en raison du choix qu'ils font, au fond, d'une certaine forme de fidélité à la monarchie. Ce qui pose au fond la question du gallicanisme. On a l'impression que le Parlement est plus gallican que ne l'est Louis XV. Il est plus gallican que le roi, mais je pense que c'est vrai. C'est la réalité. Voilà. Et cette idée d'allégeance au pape est très importante, puisque c'est un des aspects fondamentaux de la règle des jésuites, c'est cette allégeance au pape. C'est ce 4e vœu, puisque tous les autres ordres ne font que 3 vœux.
Et le quatrième vœu, qui est un quatrième vœu de se mettre au service de la papauté, d'aller là où ils seront envoyés. Donc ça commence par effectivement François-Xavier qui part en Inde avec à la fois une décision du roi du Portugal, mais de la papauté également. Voilà, donc oui, ce vœu est une particularité et ça permet aux jésuites de se sentir toujours un petit peu à part par rapport aux contextes nationaux. Et ce qui joue un rôle dans l'hostilité d'autres groupes dans l'Église par rapport à eux. Il y a de la jalousie aussi dans tout ça. Est-ce que la papauté, est-ce que notre Clément XIV, là, qui supprime les jésuites en 1773, ne se trouve pas au fond dans un dilemme? Soit il protège la compagnie et il affirme les prérogatives de l'Église au risque de l'isolement, soit il sacrifie les compagnies, la compagnie de Jésus, et donc il choisit le compromis avec les États. Oui, et c'est bien le choix, hein, c'est bien le choix qu'il fait. Et finalement, le choix qu'il fait à tel point que lorsque dans la petite compagnie réfugiée en Prusse, hein, après la suppression, on produit une oraison funèbre à Lorenzo Ricci, dernier général des Jésuites, mort au château Saint-Ange après la suppression, et cette oraison, en particulier, Abraham, lui, avait épargné Isaac. Clément XIV a sacrifié les jésuites. Donc c'est vous dire que le terme de sacrifice est d'époque, si je peux dire. Oui. Mais Clément XIV, au fond, il se trouve dans ce dilemme, mais est-ce qu'il avait tant à reprocher, lui, aux jésuites? Est-ce que c'est un geste qu'il va regretter? Ça, je suis pas assez dans la peau de ce pape pour le dire. Pour vous le dire. Ouais. On peut dire tout ce qu'on en a dit, c'est-à-dire qu'il en était mort, par exemple. Hein. Parce que finalement, cet ordre, il revient en 1814, c'est la Restauration. Est-ce que l'ordre de 1814, c'est une nouvelle compagnie de Jésus qui revoit et repense sa façon d'être dans le monde? Ou est-ce que c'est un copier-coller, si vous me permettez la trivialité de cette expression, de la compagnie de Jésus et des compagnies qui ont été expulsées au XVIIIe siècle? Bon, là aussi, je pense qu'on aura besoin d'être deux pour répondre à cette question. C'est à l'évidence une autre compagnie. Puisqu'en particulier, par rapport à un des fils comme ça d'Ariane de cette émission, c'est-à-dire la question précisément des missions, hein, c'est quand la compagnie est restaurée, elle est restaurée avec non plus la mission d'évangélisation comme activité ultime et principale, mais l'enseignement. L'enseignement devient la principale mission de la compagnie, avec un jeu sur les mots qui est tout à fait révélateur de ce qui se transforme tout en cherchant à ressembler à un copier-coller. C'est l'enseignement qui est la nouvelle mission, et pour une raison assez précise, qui est que lorsque la compagnie de Jésus se trouve protégée en Russie après la suppression, puisque en Russie elle est maintenue en quelque sorte, hein, pendant toute la période de la suppression, elle est maintenue essentiellement comme ordre enseignant, malgré quelques tentatives de mission dans les provinces lointaines de l'Empire, qui généralement ne sont pas du tout encouragées par l'impératrice Catherine. C'est essentiellement un ordre enseignant. Et il revient en ayant finalement ce nouvel habitus d'être essentiellement un ordre enseignant, avec évidemment le long héritage qu'il a comme ordre enseignant. Mais on pourrait dire par ailleurs que cet ordre nouveau, il est aussi l'héritier au fond de l'histoire la plus récente, c'est-à-dire de l'histoire du XVIIIe siècle. Et pour revenir à ce XVIIIe siècle, Charlotte avait raison tout à l'heure d'insister sur les contributions de Bernard Rours, parce que c'est finalement la compagnie, en particulier à cause de ce que tu disais, de cette amorce de déclin, c'est peut-être le siècle qui a été le moins étudié. Or, c'est un siècle dans lequel
la Compagnie de Jésus cherche à survivre tout de même à l'époque des Lumières, de ce qu'on appelle les Lumières. Donc elle a aussi en héritage quelque chose de très moderne, c'est-à-dire d'une rivalité avec les Lumières, qui est une concurrence, mais qui est une concurrence autant qu'une hostilité. Les Mémoires de Trévoux, par exemple, grand organe de la Compagnie du XVIIIe siècle, c'est tout aussi bien une concurrence de l'encyclopédie qu'un ennemi de l'esprit encyclopédique. Et la Compagnie du XIXe siècle, elle hérite de tout ça aussi. Donc elle hérite de cette ultime modernité du XVIIIe siècle. Charlotte de Castelnau, on arrive peu à peu à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot. Est-ce que pour vous, dans vos études, dans vos recherches, est-ce que ces jésuites sont apparus comme une sorte de bouc émissaire idéal ? C'est-à-dire, moi je les étudie à un moment où ils ne sont pas forcément les boucs émissaires généraux, mais je dirais que... par rapport à la question de l'héritage, etc., j'aurais voulu rajouter qu'ils ont toujours les mêmes textes fondateurs, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle compagnie, à la fois les exercices spirituels, et ça c'est très... Et aussi un autre aspect de cette continuité, c'est ces lettres de départ en mission qui courent de l'ancienne à la nouvelle compagnie. Donc, d'un point de vue du mode d'être et de l'identité, il y a une forme de continuité très, très grande. Bouc émissaire, non, je ne prendrai pas ce terme parce que, pour moi, et je les vois dans un monde où ils sont extrêmement puissants et où ils incarnent pas mal des contradictions. Donc c'est plutôt, je verrais plutôt ça comme un ordre qui est dans une tension, dans des formes de contradiction dès le départ et qui se sont maintenues et qui en font un ordre extrêmement intéressant à étudier pour ça. Pierre-Antoine Fabre, 30 secondes. Ça, c'est très important sur la fidélité au texte fondateur. En particulier, dans ce premier 19e siècle, ils sont essentiellement un ordre enseignant, mais en tant qu'ordre enseignant, ils restent fidèles au texte fondateur qui est la Ratio Studiorum, qui date du XVIe siècle. Et qu'au fond, ils ne transforment que très progressivement parce qu'il y a ce principe de fidélité et qui passe par la ratio, parce que ça passe par l'ordre enseignant. Eh bien, merci à vous deux d'être venus sur notre plateau afin d'évoquer à la fois ce que sont ces jésuites et ce moment si fondamental de leur expulsion des différents États européens, mais au-delà de l'Europe, et aussi de leur suppression. Les jésuites, histoire et dictionnaire dans la collection bouquins, un livre absolument indispensable, 80 auteurs que vous avez dirigés. Alors tout d'abord Benoît Pierre, puis ensuite vous, Pierre-Antoine Fabre. Vraiment, je recommande chaleureusement cet ouvrage, Tout savoir sur les jésuites des origines jusqu'à nos jours. Et je mentionne aussi votre ouvrage, Charlotte de Castelnau, donc un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil, 16e, 18e siècle, aux presses universitaires de France, les PUF. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Nous avons parlé de l'émission que nous avons enregistrée avec Olivier Grenouillot sur les esclaves. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, allez dans nos archives sur ktotv.com. Et si vous voulez aller aussi plus loin dans la connaissance de l'histoire, n'hésitez pas à rendre visite à notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission de Risque de l'Histoire.